Monsieur le Président, le Rwanda est l'un des derniers pays au monde qui n'a pas la télévision. Pourquoi? Oh, parce que nous sommes pauvres. Mais nous ne le regrettons pas. Nous ne regrettons pas parce que nous voulons une télévision qui soit au service du développement. Nous ne voulons pas de télévision pour montrer des films de cow-boys à longueur de journée, ou ce qui se passe à Paris, ou ce qui se passe à Bruxelles. Nous voulons une télévision qui soit le moteur du développement. Comment gérer une coopérative? Comment faire de la vaccination pour ces enfants? À quelle période? À quel moment? Et comment lutter contre l'érosion? Voilà la télévision que nous voulons, une télévision qui soit de masse, mais qui ne soit pas une télévision de l'élite urbaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme est le président du Rwanda, un petit pays africain dont on parle peu et pourtant dont l'aventure est peut-être exemplaire et symbolique. L'image que les médias vous proposent de l'Afrique, y compris la télévision d'ailleurs, est généralement celle d'un continent en crise, d'un continent victime de catastrophes naturelles, de famines, de drames ou de coups d'État militaires. L'image aussi d'un continent qui, pour reprendre la célèbre formule de René Dumont, est mal parti. Eh bien ce soir, à l'occasion de la semaine Nord-Sud, c'est une toute autre image de l'Afrique que nous proposent Jean-Claude Chanel et Guy Ackerman. Celle d'un petit pays, le Rwanda, qui notamment avec l'aide de la Suisse cherche à conquérir son indépendance économique et son autonomie sans crise, sans drame. C'est vraiment l'Afrique de l'espoir que nous vous proposons ce soir. Victimes d'images toutes faites et de stéréotypes, la plupart d'entre nous ont une fois pour toutes porté un jugement négatif et définitif sur l'Afrique. Eh bien, le reportage que vous allez voir ce soir a le mérite de montrer que cette réalité est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine et en même temps, quelle est l'ampleur des problèmes que doivent affronter les dirigeants africains. Une manière comme une autre de nous amener à nous interroger sur notre conception des rapports entre les pays riches du Nord et ceux pauvres du Sud. Mais, regardez. Une tête d'épingle au cœur de l'Afrique, un peu à l'est, juste au-dessous de l'équateur. 1000 collines et des lacs. Un climat qu'on dit emprunté à l'éternel printemps par la magie de l'altitude, 1400 mètres au moins. La légende veut qu'Imana, c'est-à-dire Dieu, après avoir couru le continent torride tout le jour, vienne se reposer ici, au Rwanda. Et les Rwandais, en secret aussi, en sont très fiers. Voilà pour l'idylle. En réalité, cette terre qu'il faut sarcler, ensemencer, cultiver jusqu'au bord du ciel, cette terre n'offre quelques richesses qu'au prix d'une patience et d'une ténacité infinie. Aucun trésor minéral, or, argent, cuivre, diamant ou pétrole, non. De l'eau, simplement, en surabondance même, quand le ciel ouvre ses écluses sur les cultures. Et les Rwandais sont à leur façon des cultivateurs de génie. Ce grain de café, c'est notre richesse. Ça représente beaucoup de choses. D'abord, pour le petit agriculteur, c'est une source de revenus. Donc, c'est un produit qu'il récolte et qui vend. Et ça lui donne de l'argent. Et avec cet argent, il peut se procurer d'autres choses qu'il ne produit pas sur sa petite ferme. Et pour le pays, c'est le principal produit d'exportation. Il représente 70% à peu près de nos exportations. Et vous comprenez que les pays en voie de développement, il faut des devises pour pouvoir échanger sur le marché international. Les Rwandais ont appris des premiers colons allemands puis des Belges l'art de cultiver le café. Mais ils n'en boivent pas. Pour eux, un sac de grains égale $.
Or, voici des mois que le dollar dégringole. Pire, le cours du café lui-même a chuté de plus de moitié ces derniers temps. C'est un double mauvais coup. L'économie rwandaise est prise à la gorge. Les pays riches qui boivent le café s'en rendent-ils compte? Rien que pour vous donner un exemple, dans les recettes de cette année, nous comptions sur les droits de sortie et du café et les droits de douane et 4 milliards de francs rwandais. Nous aurons à peine un quart. Ce qui vous traduit un peu, et je ne parle que du café, ce qui vous traduit un peu le climat d'austérité dans lequel nous vivons. Mais les priorités, ce que nous voulons, c'est d'abord de ne pas vivre au-dessus de nos moyens, chercher à connaître nos limites. Si l'État vit grâce aux recettes que nous avons du café et du thé, et c'est donc grâce aux paysans, ce n'est pas le paysan qu'il faut sacrifier le premier. Et c'est pour cela que nous avons coupé d'abord chez les fonctionnaires. Nous n'avons pas coupé, mais nous n'avons pas permis des augmentations. De même qu'il n'y aura pas des augmentations chez les ministres. Et je ne sais pas si vous connaissez le traitement du ministre rwandais, mais depuis 1982, nous ne l'avons pas augmenté. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il n'y ait pas d'achat de voitures et d'autres équipements. Le strict minimum pour pouvoir dépenser là où c'est vraiment obligatoire. Risquer de mécontenter les fonctionnaires, de frustrer les ministres, c'est une option courageuse pour un chef d'État en régime présidentiel. En fait, le Rwanda affronte la crise économique mondiale en état de mobilisation civile. Chaque samedi matin, par exemple, on peut voir à Kigali les fonctionnaires se regrouper devant leurs ministères respectifs, pioches et bêches à la main. Ces hommes et ces femmes viennent accomplir un devoir auquel sont astreints tous les citoyens et toutes les citoyennes, à la ville comme à la campagne. Impossible de discerner dans cette petite foule qui est le ministre, qui est le planton, qui est secrétaire, comptable ou dactylo. Les tirs au flanc sont rares, la corvée est entrée dans les mœurs, le sens de la discipline agit, le pays a une tête. Juvenal Habyarimana, président de la République. 50 ans, marié, père de 8 enfants, formation militaire, école de cadre accomplie jadis en Belgique, où il a laissé le souvenir d'un sujet brillant. Ce général-major rêvait dans sa jeunesse de devenir médecin. Un coup d'état militaire l'a porté au pouvoir, sans effusion de sang, voici 15 ans. Depuis lors, il a été régulièrement élu, puis réélu dans sa fonction de chef d'État. Le Rwanda ne connaît qu'une formation politique, le mouvement révolutionnaire national pour le développement, dont le chef de l'État assume la présidence. Tous les Rwandais en sont membres de plein droit dès leur naissance. L'urgence et le nombre des problèmes à résoudre requièrent cette sorte de mobilisation civile et civique dont l'Umuganda est la meilleure illustration. Aide ton pays et il t'aidera pourrait être la devise de ces travaux collectifs hebdomadaires auxquels le président de la République et son épouse s'associent en certaines circonstances. Ici, les fonctionnaires piochent pour reboiser les environs de la capitale. L'Umuganda n'est pas le fruit d'une simple fantaisie politique. C'est le symbole de la solidarité. Parce que quand une famille veut construire une case, vous savez, c'est un travail difficile. Moins difficile, bien sûr, que la construction d'un étage à Genève. Mais en tout cas, c'est un travail difficile. Et une famille ne peut pas construire une case elle-même. Alors elle appelle des amis, elle appelle des voisins, des parents. Et chacun apporte quelque chose. C'est ça l'Umuganda. C'est ça donc que nous avons extrapolé à l'échelon national. La construction du pays nécessite l'apport des forces de chacun. Voilà le sens même de l'Umuganda. Vous savez, je suis enfant de paysan. Et donc, depuis ma jeune enfance, je travaille la terre et je vois ces gestes de solidarité que vous pouvez vous-même voir lorsque les gens portent quelqu'un, un malade, dans un centre de santé, ou si vous assistez à une organisation de noces ou de funérailles. Vous verrez ce que c'est la solidarité chez les Rwandais. Et aussi les liens sociaux qui se créent
Et vous savez, j'étais tout à l'heure avec le ministre des Travaux publics, mais j'étais entouré par un agent que je ne connais pas. Il me glissait des choses à l'oreille. Ce sont des liens que vous ne pouvez pas créer autrement. Et en faisant le Muganda, souvent, j'ai pensé à cette phrase de Saint-Exupéry dans la Citadelle. Il a dit, Saint-Exupéry, « Force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. » C'est vraiment cela. Travailler ensemble pour qu'on soit plus solidaires, pour qu'on soit plus frères. Solidaire et pourtant farouchement individualiste, le Rwandais, en bon montagnard, vit accroché avec sa famille à son lopin de terre. 1000 collines, presque aucun village. On tient à garder ses distances par rapport aux voisins. Reprenons l'exemple du café. Aucune plantation industrielle, mais 5 à 600 000 petits producteurs répartis sur une surface à peine plus grande que la moitié de la Suisse. Quel désastre si dans cette mosaïque on laissait le marché libre au moment où les cours s'effondrent sur le marché international. Voilà pourquoi le gouvernement garantit à perte le prix du café aux petits planteurs. C'est le prix à payer pour éviter la démobilisation à l'heure de la crise économique mondiale. C'est très très important parce que c'est sa principale motivation. Si donc il n'avait pas un prix convenable, surtout, et si il y variait suivant les fluctuations sur le marché mondial, il se découragerait. Donc il lui faut quand même un prix garanti pour qu'il continue à produire. Vous savez, le café se vend en dollars et malheureusement le dollar il fluctue beaucoup. Et on aurait souhaité justement que peut-être les produits de base, qu'on dit de base, soient vendus peut-être dans un panier de monnaie où les fluctuations seraient moindres. Mais quand c'est vendu ou coté dans une monnaie, et avec toutes les fluctuations et qui dépendent d'une économie qui n'est pas la nôtre, ça gêne un peu. Donc il y a le mouvement des prix, mais il y a le mouvement des monnaies aussi qui dérange. Au Rwanda, la pauvreté n'est pas la misère. L'apparente sérénité que tant d'autres régimes envient comme un trésor à ce tout petit pays ne tarderait pas à se dégrader si l'angoisse serrait le cœur des petits paysans. Le chef de l'État, plus que tout autre, en est conscient. Nous pensons qu'il est injuste que ce soit le paysan qui souffre le premier d'une désorganisation de l'économie internationale. Il n'y est pour rien. Lui, il fait tout ce qu'il peut, il fait tout ce qu'on lui demande. Et s'il y a à souffrir, à partager les souffrances, ce n'est pas par lui qu'on doit commencer. Et nous essaierons de le maintenir autant que nous le pouvons, bien sûr, et suivant les circonstances économiques internationales. Cette année, 88, a été baptisée l'année pour la défense du revenu du paysan. Non seulement parce que ce paysan représente 95% de la population, mais aussi parce que nous lui avons demandé depuis longtemps de faire de la lutte anti-érosive, de fumer les champs, de soigner l'élevage. Il a fait tout cela. Et nous estimons qu'il faut que maintenant la communauté nationale voit si les efforts de ce paysan sont bien récompensés en retour. Et c'est cet effort-là de développer le monde rural, cet effort-là de donner une importance particulière aux collectivités locales, aux communes. Le rôle de la commune que nous avons baptisé la cellule du développement, la cellule de base. 7 heures du matin à Gikoro, une commune de 39 000 habitants située à 1 heure de route de la capitale. Comme chaque jour, en présence du bourgmestre et du personnel communal, les policiers hissent le drapeau. Dans tout le pays, la loi fait obligation à chaque citoyen de passage de s'immobiliser durant cette minute solennelle. Le Rwanda, fait rare en Afrique, pratique une politique de décentralisation. Le président de la République ne fait que définir les options du développement. Il appartient aux communes, très autonomes financièrement, de les concrétiser. Le bourgmestre, nommé par le gouvernement, est entouré de conseillers communaux qui, eux, sont élus par les secteurs qu'ils représentent.
la trame du tissu politique et économique est à la fois souple et serrée dans le pays. Vous savez que vous êtes les représentants de la population. Vous êtes un peu les parents de tous ces gens. Toutes les directives données par le président doivent être appliquées dans les secteurs et les cellules. Que pouvons-nous faire pour aider le paysan à valoriser sa production pour qu'il bénéficie effectivement du fruit de son labeur? Nous savons que le président, en appelant cette année l'année de la promotion du petit paysan, savait que la récolte était bonne. Mais il savait aussi que cette récolte était achetée à bas prix par des commerçants véreux. C'est clair, les commerçants achètent en cachette à bas prix le haricot aux petits paysans. C'est un exemple concret. On va s'attaquer directement à ce problème. C'est l'objet de cette réunion. Nous verrons en général, au niveau de la commune, les moyens que l'on peut utiliser. C'est vous qui connaissez la situation. À vous la parole. J'ai réuni les gens. Je leur ai dit qu'il faut que les cultivateurs évitent le troc avec ces petits commerçants qui courent de colline en colline à la recherche du haricot. Nous prévoyons de les attraper chaque fois que nous pourrons le faire. J'ai réuni aussi la population. La population est d'accord de renoncer au troc. Certaines vieilles continuent à le faire, mais elles m'ont promis d'être patientes et d'attendre maintenant le prix de l'État. La première décision que nous allons prendre, c'est de créer une commission des produits vivriers. Celui qui aurait une autre question, qu'il la pose. Et après, on clôt la séance. La parole est au conseiller de Routoma. J'ai une question qui concerne la famille de M. Baraïra, qui est mort sans avoir fait le partage de la propriété entre ses fils. Il les a laissés avec leur mère. Les garçons réclament le partage. La mère n'arrive pas à le faire. Ils ont fait appel à moi et je n'ai pas pu le faire. Je leur ai dit que j'en parlerai au conseil communal et que c'est lui qui allait trancher. Pourquoi ne l'as-tu pas fait toi-même? J'y suis allé, mais ça n'a pas marché. Les garçons ont souhaité que ce soit le conseil communal qui tranche, parce qu'il y a des conflits et qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Le problème que vient de nous soumettre le conseiller de Routoma est à mon avis très important. Il n'a pas pu le résoudre et c'est un problème de partage de terre qui est particulièrement difficile actuellement. Nous allons maintenant y aller. Nous allons voir la famille, les enfants et la propriété et dans quelle mesure nous pouvons faire le partage. Juge de paix, huissier, administrateur, chef de la police locale, le bourgmestre gère à plus d'un titre la paix publique dans les campagnes. Les querelles de succession deviennent préoccupantes. Dans les nouvelles générations, par le jeu des héritages, les terres cultivables rétrécissent comme de véritables pots de chagrin. Quelle est la grandeur de la propriété? Combien de mètres y a-t-il? Nous ne le savons pas. Ça va jusqu'à la route. On va voir ce qui est à partager entre les garçons. Le reste, c'est pour la mère. Montrez-nous les limites de cette propriété, du début jusqu'à la fin. C'est le morcellement à l'extrême des terres. Hier, des mouchoirs de poche, aujourd'hui des timbres-postes, demain, des confettis. Le nombre des bouches à nourrir et de bras à occuper augmente inexorablement. On partage. En réalité, il faudrait pouvoir multiplier. 8 enfants pour une veuve, ce n'est pas l'exception, c'est la moyenne dans le pays. Qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Quel est ton nom? Mukakayonga Anastasia. Mukakayonga Anastasia. Combien d'enfants? 8 enfants. 8. Combien de garçons? 4 garçons. Et les filles? 4. C'est les garçons qui réclament le partage. Est-ce que les filles aussi le réclament? Tous voudront en avoir.
Moi, j'ai une question. Ne serait-il pas bon de donner l'héritage aux garçons? Oui, On laisserait une grande partie qui reviendrait au chef de famille, et de fait, est-ce que cette famille a un chef? non. Pourquoi n'avez-vous pas désigné le chef? Qui devait le nommer? Vous. Le père est mort sans l'avoir désigné. C'est à toi qu'il revenait de le faire. Elle désignera le chef lorsqu'elle donnera l'héritage. Cela veut dire qu'on va donner l'héritage aux garçons seuls. C'est possible aussi. Et on laisse, selon la coutume du pays, une grande partie pour les filles au cas où elles ne pourront pas fonder normalement leur famille. Toi, le conseiller, tu vas mesurer en pas la propriété d'un bout à l'autre. Depuis ici jusque là-bas. Tu nous dis combien de pas. Ce que nous allons faire maintenant, comme vous avez fait appel à moi, nous venons de voir la propriété et de la mesurer. C'est 200 pas sur 60. On va avoir à faire 5 parts. On va partager en 5 parce que cette mère doit avoir une partie autour de sa maison de ce côté et une part au-delà de la route de l'autre côté. On va partager le reste entre les 4 garçons. Nous ne prévoyons pas d'héritage pour les filles. Nous aussi, nous avons droit à l'héritage. Non, on va d'abord s'occuper des garçons, vous restez avec votre mère. Et si les garçons nous refusent notre part, à qui faut-il nous adresser? À qui? Et s'il nous refuse? Je suis là pour régler ce problème. Liquidons la question des garçons et si nous avons le temps, nous verrons la suite avec vous. Je ne reviendrai pas sur la question, j'ai autre chose à faire. Eux penseront à nous. Nous aussi, nous voulons le partage. Nous ne sommes pas mariés. Qu'ils nous construisent une maison. Pourquoi n'êtes-vous pas mariés? On ne trouve pas de mari. Pourquoi n'en trouvez-vous pas? Vous rigolez comme ça, sans honte? Vous n'avez pas encore d'enfants? Oui, nous avons des enfants. Et ceux qui vous ont fait des enfants, pourquoi ils ne vous ont pas gardés? Ils nous ont renvoyés. Vous êtes revenu chez vous et vous exigez votre part d'héritage. On va partager la propriété. Ce sont les garçons qui ont fait appel à moi et non les filles. Vous les filles, mariées ou pas, on vous laisse pour l'instant avec votre mère. Bon, on est d'accord. Ce sont nos frères, ils ne vont pas nous manger. Donc vous êtes d'accord que je partage pour les garçons? Oui, donnez aux garçons leur part et puis eux aussi penseront à nous. Creusez et plantez l'arbre. L'autre limite, c'est l'avocatier. Puis l'eucalyptus jusque-là. Maintenant, on va de l'autre côté. Vous, les garçons, vous me dites si vous êtes d'accord. Pourquoi on aurait la même part que les plus jeunes alors qu'on a déjà à l'âge de se marier et qu'on voudrait avoir de quoi planter une bananeraie? Je veux plus que les plus jeunes. Tous les enfants sont égaux. Ton petit frère ne se mariera pas, lui aussi? D'accord, mais il n'a pas encore l'âge. Et alors, quand il aura l'âge, où est-ce qu'il va construire sa maison? Quand le moment viendra, on agrandira sa part. Où est-ce qu'on trouvera ce morceau pour agrandir? Ce qui reste, c'est pour ta mère et pour tes sœurs qui ne peuvent pas rester dans leur ménage. Nous aussi, les filles, nous voulons notre part. Notre mère ne peut pas prendre en charge nos dépenses, vêtements, savons et celles de nos enfants. Nous voulons nous prendre en charge nous-mêmes et même construire une maison sur la propriété de notre père. Mais tant que vous êtes encore avec votre maman, vous restez dans sa maison et vous vivez avec elle. Vous partagerez quand elle ne sera plus en vie. Nous avons laissé un surplus suffisant pour que vous puissiez un jour construire votre maison. Terre travaillée sans relâche et qui doit produire sans repos. Où est-elle, l'Afrique des grands espaces et des récoltes généreuses? Il faut cueillir 5 kilos de café cerise pour n'obtenir qu'1 kilo de café parche. Ça, c'est le café cerise. Et l'agriculteur doit enlever cette partie externe qui est charnue pour avoir le café parche. Et ce café parche, donc, doit être lavé et séché avant qu'il ne livre ce café donc, aux commerçants qui vont le livrer aux usines aussi. Et cette parche qui est enlevée au niveau des usines
peut servir de combustible. Pour 1 kilo de café Parche livré à l'usine, le cultivateur touche un prix garanti de 125 francs rwandais, ce qui représente le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier. Un petit paysan parvient à produire en moyenne 75 kilos de café Parche, ce qui signifie que pour une peine considérable, il réalise un gain qui lui permettra tout juste d'acheter les équipements, les vêtements et les produits dont il a besoin. Cet argent, pour lui, c'est de l'or. Débarrassé de sa parche et allégé du quart de son poids, le café brut devient en usine du café marchand. Mis en sac de 60 kg, il est préparé pour l'expédition. Au stade de l'usine, le café est aussi générateur d'emplois. Or, au Rwanda, tout emploi est apprécié. « 1988. Pour une surface qui représente, rappelons-le, à peine plus de la moitié de la Suisse, le Rwanda compte au moins 6,5 millions d'habitants. Une population en moyenne très jeune et qui augmente encore de 3,7% chaque année. À ce train-là, les Rwandais seront 10 millions en l'an 2000, un record inquiétant. Il faut en informer les citoyens. La femme qui a des grossesses rapprochées n'arrive plus à semer à temps et à récolter. La production est insuffisante. Son mari se plaint qu'elle ne fait rien parce qu'il voit les bonnes récoltes des autres. Ces femmes sont maladives, de santé fragile, et le pays doit dépenser pour des médicaments au lieu d'investir dans les projets de développement. Ainsi, le pays n'avance pas. Vous avez trouvé les moyens de ne pas dépasser 4 enfants. Il y a aussi des couples qui peuvent décider de n'avoir qu'un enfant. Ce couple aura un enfant et s'arrêtera là, et n'arrivera pas à 4. Est-ce qu'on utilise les moyens entre chaque enfant, ou est-ce qu'on fait les 4 enfants à la suite pour utiliser les moyens seulement après? Tu dis que ces recommandations nous concernent particulièrement, nous autres, les femmes. Le proverbe dit qu'il faut aiguiser les 2 pierres de la meule pour moudre le grain. C'est l'homme qui commande. Et s'il veut approcher sa femme et qu'elle se refuse, elle est battue. Que peut-elle faire, la femme? Elle est battue au point qu'elle quitte son ménage. Et lui va se plaindre chez ses beaux-parents. Il dit que c'est sa femme qui se refuse à lui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand vous dites que les recommandations ne concernent que nous? Un couple a 2 ou 3 ou 4 enfants, comme vous le dites. La mort vient et les enlève tous. Et puis le couple se retrouve sans enfants. Que doit faire ce couple? Tu dis à ta femme, nous aurons le nombre d'enfants qu'on peut élever. Et ta femme dit, je veux avoir beaucoup d'enfants, alors que tu n'as même pas assez de terre pour en nourrir un. Quelle est la solution? C'est vrai ce que tu dis. Moi aussi j'ai des enfants et je n'arrive pas à m'en occuper. Les uns sont des bandits, les autres se débrouillent par-ci par-là. C'est vrai que les femmes doivent avoir moins d'enfants. Nous autres, nous avons souffert. Nous crions à en perdre la voix. La population rwandaise, dans sa mentalité, elle veut avoir beaucoup d'enfants, autant que Dieu le veut. Et aussi, on craint la mort. On dit que si on a 4 enfants et que tous meurent, alors que l'on a planifié peut-être de façon irréversible, ils craignent qu'ils restent sans enfants. Alors que les enfants dans notre pays, ça fait les bras, la force pour la famille. L'Office national de la population distribue gratuitement ses brochures d'information. Si les hommes et les femmes ne savent pas lire, il y a les enfants qui peuvent lire et les informer. Et aussi, il y a un programme d'alphabétisation fonctionnelle pour les adultes qui vont apprendre dans les centres communaux de développement à lire et à écrire. Ce sont ces livres qui vont les aider dans la post-alphabétisation.
Un pays minuscule et des millions d'enfants qui espèrent trouver en l'an 2000 leur place d'adulte sur cette planète. Au Rwanda, l'instruction scolaire est en principe obligatoire. Mais encore faut-il disposer des équipements nécessaires et des maîtres. En 25 ans d'indépendance, l'État, aidé, il est vrai, par les églises, a fourni un effort impressionnant. Les parents sont également mis à contribution. Et puis, il y a l'Umuganda, qui permet, en unissant les efforts individuels dans les travaux collectifs, d'édifier, comme ce fut le cas ici, les bâtiments de l'école. Crise économique, multiplication des naissances, l'instruction publique devient une charge de plus en plus lourde pour l'État. Et pourtant, la soif d'apprendre est immense. Dans les premiers textes, on disait que l'enseignement primaire était gratuit. L'enseignement secondaire, on demandait une participation, on appelle ici le minerval. Et l'enseignement supérieur était gratuit, dans le sens où on donnait à tout le monde des bourses d'études. Alors depuis longtemps, grâce à l'Umuganda, les travaux communautaires, grâce à la participation au développement qu'on appelle ici au Musanzu, en réalité, ce sont les parents qui construisent les écoles primaires. Même si dans le texte, on garde le mot gratuit, mais en réalité, c'est dire que l'État donne l'essentiel, paye les salaires, mais les infrastructures actuellement, ce sont les parents qui sont obligés de les construire. S'ils chantent en français, Malbrook est un des derniers vestiges de la colonisation, les petits Rwandais, dans leur culture, parlent une langue réputée, subtile et très riche en aphorismes. Cela explique peut-être les bonnes dispositions qu'ils montrent pour l'étude. C'est une richesse naturelle enviable pour le pays des 1000 collines. Marcheurs et porteurs infatigables, leur ambulance à la campagne, la voici. Les Rwandais, par la force des choses, n'ont pas encore sacrifié au culte du moteur et de la roue. Les centres de santé aménagés dans les communes sont abondamment fréquentés. Les conditions d'hygiène s'améliorent. Médecine prénatale et soins maternels sont à l'ordre du jour. Conséquence, la mortalité infantile a sensiblement régressé. L'État, qui prône dans ses campagnes d'information une limitation de la fécondité à 4 enfants par femme, l'État fournit ici des moyens contraceptifs à celles qui le désirent. Lorsque un enfant naît chez un occidental, eh bien, c'est un consommateur en plus. C'est quelqu'un qui vient pour partager le pain qui est sur la table. C'est un consommateur. En Afrique, spécialement au Rwanda, lorsqu'un enfant naît, eh bien, c'est une force. C'est 2 bras qui naissent. 2 bras pour produire. Voilà là un peu la différence. C'est pour cela que c'est très difficile de sensibiliser les Africains, spécialement les Rwandais. Le Rwandais veut avoir le plus d'enfants possible parce que ça représente une potentialité de production. Bonjour, quelle nouvelle? Bonjour, de bonne. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je veux prendre des contraceptifs. Quel est le problème qui fait que tu ne veux plus avoir d'enfants? La raison, c'est que je n'en veux plus et que je ne suis pas mariée, que j'habite chez mes parents, problème d'argent et la terre devient rare. Où est-ce qu'ils iront habiter? De toute façon, tu as entendu dire qu'il y a plusieurs méthodes contraceptives. Est-ce que tu connais une de ces méthodes d'espacement des naissances? Oui. Comme par exemple? Aller consulter le médecin et lui te dit comment tu dois t'y prendre. Ou bien suivre les recommandations des animatrices.
Mais pour ma part, je préfère venir chez le médecin, parce que peut-être je peux me tromper, oublier. Et de cette façon, je ne me retiens pas. Quel moyen veux-tu choisir, toi? Moi, je préfère une injection. On vous a dit que l'injection est faite pour quel genre de personnes? Des gens qui ont une bonne santé. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu sais comment ça fonctionne? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent recevoir l'injection et d'autres pas. Pour moi, c'est l'injection le meilleur moyen. Qu'est-ce que tu en sais? Ça n'a pas d'effet secondaire. Certaines se plaignent de malaise dû aux pilules, que quand on les avale, on a des règles 2 fois par mois. Mais d'autres, par contre, disent qu'avec l'injection, les règles s'arrêtent ou viennent 1 fois tous les 3 mois. Et comme ça, j'ai l'impression que l'injection est meilleure. Le problème démographique est un problème sérieux ici au Rwanda. Vous avez vu partout, chaque mètre carré de terre est cultivé. Il n'y a plus d'espace libre. Et vous avez vu beaucoup d'enfants, partout, des milliers d'enfants. Et c'est donc un problème sérieux. L'Église reste évidemment dans ses positions figées. Nous n'avons pas à nous y mêler car l'Église a ses propres responsables. Mais le 1er juillet 1987, lorsque nous fêtions le 25e anniversaire, j'ai fait un appel justement à l'Église catholique pour qu'elle soit sensibilisée à ces problèmes-là. L'Église, évidemment, a ses positions figées contre les méthodes qui ne sont pas naturelles, contre les méthodes artificielles. Mais je crois que, j'espère, que l'Église va évoluer et pouvoir concerter avec nous pour quand même donner des consignes très précises, des orientations claires à la population en ce qui concerne ce problème démographique. Le Rwanda, avec ses 6,5 millions d'habitants, ne peut plus se passer de ses voisins pour échafauder son avenir. Dépendre presque exclusivement du prix d'un seul produit, le café en l'occurrence, même si on en garantit la qualité, c'est une folie à longue échéance. Une politique d'ouverture vers l'extérieur s'impose avec ses voisins. Qui sait si une plus grande liberté de circulation des travailleurs et des marchandises ne permettra pas un jour d'offrir aux Rwandais l'espace économique qui leur manque. Voilà pour la musique d'avenir. En attendant, aujourd'hui, il faut tirer parti de tout et tout de suite. Les banques populaires, créées un peu sur le modèle suisse des caisses Raiffeisen, doivent aider les agriculteurs à travers tout le pays à trouver les ressources qui leur manquent pour améliorer leurs conditions de vie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire? Je viens demander un prêt. Tu veux un prêt pour faire quoi? Je veux un prêt pour acheter une vache. Une vache de qualité. Tu souhaites combien? Je veux 20 731 francs. Pour 1 an. Comment vas-tu rembourser? En 4 trimestres et en donnant chaque fois 1 500 francs. Ah non, 5 000. La banque exige une garantie. Que donnes-tu? Une bananeraie. Quelle est son étendue? 50 arts. À quoi te servira cette vache? Je vais l'élever de façon moderne pour qu'elle me donne du fumier et du lait, et ainsi j'aurai une récolte suffisante. La vache à l'étable, l'agriculteur rwandais l'appelle volontiers son usine à fumier. La terre, sollicitée à l'extrême, menace de s'épuiser. Il y a donc lieu d'encourager ce type d'élevage. L'octroi du crédit demandé paraît bienvenu. La décision appartient au conseil d'administration de la banque. Il se compose de citoyens estimés et méritants, issus des divers secteurs de la commune. L'administration centrale veille à ce que les notables s'épargnent la tentation de se servir les premiers. Chaque demande de crédit est examinée scrupuleusement. L'honorabilité du requérant, sa solvabilité, les garanties qu'il apporte entraîneront la décision collégiale d'accorder ou de refuser le crédit. Les banques populaires proposent parfois à la population des sortes de crédits programmes. Ainsi, les crédits soudures qui permettront d'attendre sans privation les revenus d'une récolte tardive.
Crédit accordé. Autre exemple, les crédits brouettes qui font entrer les exploitations agricoles dans l'ère de la roue. Curieusement, les Rwandais n'ont pas pour coutume, comme d'autres montagnards, de bâter les animaux. L'apparition de la brouette, c'est une petite révolution dans l'univers familial. Et pourquoi ne pas le dire, une étape peut-être plus importante qu'il n'y paraît dans l'amélioration de la condition féminine. La Suisse soutient la création de nouvelles banques populaires au Rwanda. La coopération technique prend en charge durant la première année la totalité des frais d'exploitation. Puis, chaque année qui suit voit cette participation diminuer de 20%. C'est dire qu'après 5 ans, en principe, une banque locale doit se suffire à elle-même. L'expérience s'est révélée positive. Les Rwandais tiennent leurs engagements ponctuellement. En moyenne, ils sont bons payeurs. C'est une qualité qu'on leur reconnaît aussi à l'échelon national. Ces paysans profitent de la récolte du haricot pour payer la première échéance du crédit brouette. « 500 habitants au kilomètre carré cultivés. Et cultivés au prix de quels efforts? Il n'y a plus de campagne au Rwanda. Les 1000 collines forment un immense jardin potager. L'eau est l'allié, mais aussi l'ennemi du cultivateur. Partout et toujours, il faut retenir les sols et sculpter les pentes comme on ravale une façade pour lutter contre l'érosion. Au-dessus de 2000 mètres, des cultures riches, comme la banane et le café, se raréfient, puis disparaissent. Pas question d'abandonner pour autant. Il reste encore le sorgho. La difficulté éveille l'ingéniosité. C'est l'histoire d'un groupe de femmes qui, sans savoir ni lire ni écrire, ont réinventé à la fois la coopérative et la banque. Tout est parti de quelques sacs de sorgho. L'aventure ressemble à une version réussie de la fable de Perrette et du pot au lait. Avec le sorgho, on peut faire de la bière. En vendant cette bière artisanale, on peut acheter de quoi ouvrir en commun une petite boutique qu'on équipera à crédit d'un moulin. Les affaires tournent rond. On rembourse les crédits obtenus et on augmente la production. S'il faut réemprunter pour franchir une nouvelle étape, on se porte solidairement responsable de la dette. Le partage des bénéfices s'opère en toute équité. Le bon sens et l'honneur font loi. La parole fait foi. À quoi bon des documents? On ne sait ni lire ni écrire, mais on sait compter. On sait surtout compter sur soi. Mais où va-t-on ranger l'argent prudemment épargné? Ceci est la suite de l'histoire. Autre état-major, celui à Kigali de l'Office du café qui contrôle toute la production exportée par le Rwanda. Il y a certes les cotations des bourses de New York et de Londres, mais on peut toujours discuter son prix avec un bon client. Oui, c'est Campana de Kigali. Je voudrais vous demander si vous êtes acheteur aujourd'hui. 52. Oui. Ah, c'est trop bas, ça. Nous sommes à 146. Merci. Dès que vous pouvez améliorer votre prix, essayez de nous contacter. De notre côté, nous allons faire un effort et voir ce qu'on peut faire. Au revoir. À Kigali, en quelques secondes, on liquide ses affaires par téléphone avec l'Europe. Ici, dans les collines, la banque la plus proche où déposer son argent est à 5 heures de marche aller et retour. Ce qui, soit dit en passant, pour ces femmes que nous avons vues au travail,
représente plus une perte de temps qu'un effort. On comprend mieux désormais la jubilation que va soulever l'arrivée de l'objet. Ce coffre a été prêté par les banques populaires. La naissance d'une caisse de dépôt et de crédit par génération quasi spontanée est une expérience qui vaut la peine d'être encouragée. Autre fait remarquable, cette création est due à l'initiative exclusive d'un groupe de femmes entreprenantes et courageuses. Bonjour, je vous apporte les clés de votre coffre. Merci de tout cœur, merci beaucoup. Pour ouvrir, on n'emploie pas une seule clé. On introduit les deux clés à la fois. Il y a une porte externe et une porte interne. Et chaque fois, il faut introduire les clés en même temps. Même si on vous volait une paire de clés, il n'y aurait pas moyen d'ouvrir le coffre. Le coffre que nous avons demandé est arrivé. Je vais l'ouvrir et nous allons déposer notre argent. Elle n'est pas des nôtres, celle qu'il n'a pas encore épargnée. Nous avons gagné notre pain. La présidente, qui est l'aînée, donne l'exemple en effectuant un premier dépôt. Elle ne sait ni lire ni écrire. C'est la fille d'une des femmes du groupe qui tient la comptabilité. Les banques populaires ont assuré l'impression des carnets de dépôt, mais ce sont les épargnantes qui en ont défini le modèle à leur idée. Au dire des spécialistes, la conception en est des plus judicieuses. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup. Je ne saurais même pas comment l'exprimer. Nous avons accueilli des visiteurs. Nous avons gagné une banque à nous. Nous avons gagné de pouvoir épargner, de ne pas gaspiller parce qu'on a un lieu où déposer. Et si on veut emprunter, on peut emprunter. À l'image de ces femmes, lentement, les cultivateurs rwandais se font à l'idée d'ajouter au travail de la terre une activité artisanale, menuiserie, forge, poterie, qui permettent non seulement d'améliorer l'ordinaire, mais surtout d'épargner au pays des importations superflues. Dans cette famille de 12 enfants, par exemple, la cueillette du pili-pili est une ressource qu'on se garde de négliger. Elle vient s'ajouter aux gains que le père réalise en fabriquant du mobilier rustique lorsqu'il n'est pas au champ. Dans le même ordre d'idées, un peu partout, on crée des centres d'enseignement ruraux et artisanaux. Les jeunes, parvenus au terme de leur scolarité primaire, y apprennent pendant 3 ans un métier qui leur permettra de trouver par la suite un emploi à la campagne. Ici, truelles, rabots et marteaux sont des outils qui assureront le revenu que la terre ne peut plus fournir. Cerné par les difficultés, enclavé dans ses montagnes, le Rwanda, petit pays de haute patience, cherche et trouve des issues à ses problèmes, comme son café de choix s'ouvre un chemin vers la mer. Pour atteindre le port de Mombasa, au Kenya, 2 routes sont possibles. Celle du nord, qui passe par Kampala, en Ouganda, est asphaltée tout du long, mais peu sûre politiquement. 1500 km au total.
Autre possibilité, contourner et même traverser le lac Victoria au sud par la Tanzanie. C'est plus long et par endroits, la piste vous garantit les ornières, la poussière et la boue. Au total, 1750 km, 7 à 10 jours de trajet coûteux pour chaque cargaison. On comprend pourquoi, en toute occasion, le chef de l'État exhorte dans ses discours ses compatriotes à tirer parti de toutes les énergies matérielles et morales dont peut disposer le pays. Un exemple, le papyrus. Cette plante aux allures de gigantesques ombellifères qui pousse à une vitesse surprenante sur les bords du Nil ne valait pas mieux que litière aux yeux des Rwandais depuis des siècles. Or, n'a-t-on pas découvert récemment que, bien moulu, le papyrus formait un excellent combustible? Il suffit de quelques jours dans ces marais pour que la nature remplace les tiges coupées en abondance. Certes, chaleur et moustiques rendent la tâche ingrate et peu salubre. Un petit téléphérique transporte en principe l'étrange moisson à destination. Des inondations le paralysent depuis quelques mois. Qu'à cela ne tienne. Ici comme ailleurs, les porteurs ne manquent pas. Le Nil cache un autre trésor, de l'argile de bonne qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de plusieurs générations. En faisant quoi? Des briques, évidemment, dans un pays où il y a tant à construire. La matière première est là, le combustible aussi. Reste à créer l'usine. C'est là qu'intervient, à point nommé, une assistance technique et financière bien comprise, celle qui permet le démarrage d'une industrie. Ce fut un projet suisse. L'usine de briques, la voici, tout juste sortie des langes. Tout d'abord des bassins de décantation pour récupérer l'argile, transportée sous forme liquide. « 6,5 millions d'habitants. Il faut du travail pour tout ce monde. Pas question à ce stade du développement de mécaniser à outrance. Les bras font encore merveille. D'ailleurs, n'oublions pas que 45 siècles plus tôt, en aval de ce même fleuve, c'était la construction des pyramides. On annonce pour aujourd'hui la visite du chef de l'État. Le voici, entouré de son escorte. Le bon arabica a trouvé la route des océans. Il reste la parche de ce café dont on nous a dit tout à l'heure qu'elle pouvait servir de combustible. On quitte le royaume des pharaons pour celui de Dante. Explication par l'ingénieur suisse Francesco Maggi, qui a réalisé le projet dans le cadre de la coopération technique. Cette usine peut être considérée comme un modèle du genre dans le contexte économique où elle a été conçue. Limitation au strict minimum de tout matériel importé, économie d'énergie, respect de l'environnement, création d'emplois adaptés. L'entreprise a été menée avec une ingéniosité presque dogmatique. Le principe de l'autosuffisance alimentaire, dans son acception la plus large, a bénéficié d'une priorité absolue, ce qui n'est pas pour déplaire au président Habyarimana. Le fin du fin, en l'occurrence, sera d'utiliser la première production des fours pour achever la construction de l'usine elle-même. Les tonnes de briques produites ici épargneront au pays les tonnes de ciment qu'il fallait importer et payer en devises. Au-delà de l'intérêt financier, le chef de l'État attache-t-il une valeur de symbole à cette réalisation? Comme vous l'avez vu vous-même, ici on n'emploie que l'argile que nous avons, et le papyrus, la parche de café comme source d'énergie, et donc les produits locaux que nous utilisons. Et c'est ce premier symbole que je lui attache. Ce qui ne manquera pas, bien sûr, d'avoir des conséquences. D'abord sur notre principe de consommer rwandais. Nous disons que nous devons estimer, évaluer ce que nous avons et que nous pouvons consommer sur place. C'est cela que nous appelons compter d'abord sur nous-mêmes, mais aussi consommer rwandais. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas seulement la production agricole en tant que telle, mais c'est, comme je le dis souvent, c'est tant d'actions dans tant de domaines qu'il faut coordonner pour que justement le Rwandais ait suffisamment de moyens pour vivre avec ses moyens propres. Mais nous ne devons pas minimiser le rôle
toutes les activités connexes, les infrastructures, les routes pour évacuer les produits, les centres de santé, pour l'hygiène et la santé de la population. Une population en bonne santé sera capable de produire davantage qu'une population malade. Produire davantage, en situation de pénurie, cela signifie tout d'abord ne pas gaspiller. Kigali, la capitale en forme de grand village, avec ses quelques 200 000 habitants, ne connaît pas la lèpre des bidonvilles gigantesques et surpeuplés. Mais déjà, les chômeurs, les déracinés, les désœuvrés ne manquent pas. Il faut les occuper. Ce curieux endroit, à mi-chemin entre le souk et la décharge publique, porte le nom de secteur non structuré. On y récupère tout à la fois les objets et les hommes. Sage précaution, car l'explosion démographique pourrait aller de pair avec l'éclosion de la criminalité. Le Rwanda est très bien géré. Même pendant une période difficile telle que nous vivons maintenant, il retient toujours entre 4,5 jusqu'à 6 mois d'importation, c'est-à-dire équivalent en devises pour importer pendant 4,5 à 6 mois. Mais ça, c'est inouï, on ne voit jamais ça en Afrique. Alors, il se prépare maintenant pour l'avenir. Et là, il faut changer un peu l'optique. Jusqu'ici, c'était conservateur. Ils ont bien construit l'infrastructure, ils maintiennent bien les routes, qui est un réseau routier entre les meilleurs en Afrique. Ils ont un système téléphonique qui marche. Ils ont un programme d'électrification rurale, électrification qui pourrait servir des villages, des centres secondaires. Ça veut dire une décentralisation même de l'industrie de l'avenir. Mais il faut changer aussi un peu la mentalité, c'est-à-dire vendre, produire, devenir compétitif. Un peu trop enclavés, les Rwandais? Peut-être. C'est qu'ils ont une histoire séculaire et qu'ils en sont fiers. Elle comporte sa part de conflits, ainsi les affrontements entre Hutus et Tutsis, de fameuses mémoires. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Un quart de siècle s'est écoulé depuis l'indépendance, l'espace d'une génération. Voilà qui efface bien des choses. C'est la tâche du président de maintenir l'équilibre entre toutes les régions du pays. Le peuple rwandais a une chance. Il ne parle qu'une seule langue. Subtile entre toutes, riche en images, elle permet de tout éclairer, mais aussi de beaucoup sous-entendre. Y a-t-il meilleur gage de culture? Cette culture est d'autant plus importante que le colonisateur, et quand il est venu, il nous a obligés à oublier cette identité. Il nous a même demandé d'avoir honte de ce que nous sommes. Vous voyez, avoir honte de soi-même, avoir honte de ce que l'on est, c'est la pire des morts. Et nous devons donc redécouvrir ce que nous sommes. Nous devons redécouvrir notre identité. Voilà pourquoi nous considérons parfois ce que nous considérons comme civilisation, comme développement. C'est un peu une rupture avec notre passé, avec nos valeurs. Et nous devons non pas vivre à la manière européenne et dire que c'est cela la civilisation. Non, la civilisation, c'est ce que l'on est et chercher de l'améliorer toujours. Voilà pourquoi nous attachons une grande importance, nous attachons une priorité au côté culturel dans le développement. C'est que nous pensons que le développement, ce n'est pas seulement, on ne doit pas le calculer sur la croissance du PNB, on doit le calculer sur le mieux-être de l'homme global. Ce qu'il est dans ses dimensions matérielles, dans ses dimensions spirituelles, dans ses dimensions culturelles. Voilà ce que nous appelons culture et pourquoi nous cherchons à nous redéfinir, à redécouvrir notre identité, à être rwandais, à penser rwandais, à consommer rwandais.
Et non, on n'a pas considéré cela, bien sûr, comme une autarcie ou comme un repli sur soi ou un chauvinisme pédant. Non, et chercher à être soi-même, à se redécouvrir pour que nous puissions participer à l'enrichissement de la culture universelle. Monsieur le Président, le Rwanda est l'un des derniers pays au monde qui n'a pas la télévision. Pourquoi? Oh, parce que nous sommes pauvres, mais nous ne le regrettons pas. Nous ne regrettons pas parce que nous voulons une télévision qui soit au service du développement. Nous ne voulons pas de télévision pour montrer des films de cow-boys à longueur de journée, ou ce qui se passe à Paris, ou ce qui se passe à Bruxelles. Nous voulons une télévision et qui soit le moteur du développement. Comment gérer une coopérative? Comment faire de la vaccination pour ces enfants? À quelle période? À quel moment? Et comment lutter contre l'érosion? Voilà la télévision que nous voulons, une télévision qui soit de masse, mais qui ne soit pas une télévision de l'élite urbaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet homme est le président du Rwanda, un petit pays africain dont on parle peu et pourtant dont l'aventure est peut-être exemplaire et symbolique. L'image que les médias vous proposent de l'Afrique, y compris la télévision d'ailleurs, est généralement celle d'un continent en crise, d'un continent victime de catastrophes naturelles, de famines, de drames ou de coups d'État militaires. L'image aussi d'un continent qui, pour reprendre la célèbre formule de René Dumont, est mal parti. Eh bien ce soir, à l'occasion de la semaine Nord-Sud, c'est une toute autre image de l'Afrique que nous proposent Jean-Claude Chanel et Guy Ackerman. Celle d'un petit pays, le Rwanda, qui notamment avec l'aide de la Suisse, cherche à conquérir son indépendance économique et son autonomie sans crise. Pour pouvoir échanger sur le marché international. Les Rwandais ont appris des premiers colons allemands puis des Belges l'art de cultiver le café. Mais ils n'en boivent pas. Pour eux, un sac de grains égale $. Or, voici des mois que le dollar dégringole. Pire, le cours du café lui-même a chuté de plus de moitié ces derniers temps. C'est un double mauvais coup. L'économie rwandaise est prise à la gorge. Les pays riches qui boivent le café s'en rendent-ils compte? Rien que pour vous donner un exemple, dans les recettes de cette année, nous comptions sur les droits de sortie et du café et les droits de douane et 4 milliards de francs rwandais. Nous aurons à peine un quart. Ce qui vous traduit un peu, et je ne parle que du café, ce qui vous traduit un peu le climat d'austérité dans lequel nous vivons. Mais les priorités, ce que nous voulons, c'est d'abord de ne pas vivre au-dessus de nos moyens, chercher à connaître nos limites. Si l'État vit grâce aux recettes que nous avons du café et du thé, et c'est donc grâce aux paysans, ce n'est pas le paysan qu'il faut sacrifier le premier. Et c'est pour cela que nous avons coupé d'abord chez les fonctionnaires. Nous n'avons pas coupé, mais nous n'avons pas permis des augmentations. De même qu'il n'y aura pas des augmentations chez les ministres. Et je ne sais pas si vous connaissez le traitement du ministre rwandais, mais depuis 1982, nous ne l'avons pas augmenté. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il n'y ait pas d'achat de voitures et d'autres équipements. Le strict minimum pour pouvoir et dépenser là où c'est vraiment obligatoire. Risquer de mécontenter les fonctionnaires, de frustrer les ministres, c'est une option courageuse pour un chef d'État en régime présidentiel. En fait, le Rwanda affronte la crise économique mondiale en état de mobilisation civile. Chaque samedi matin, par exemple, on peut voir à Kigali les fonctionnaires se regrouper devant leurs ministères respectifs, pioches et bêches à la main.
Ces hommes et ces femmes viennent accomplir un devoir auquel sont astreints tous les citoyens et toutes les citoyennes, à la ville comme à la campagne. Impossible de discerner dans cette petite foule qui est le ministre, qui est le planton, qui est secrétaire, comptable ou dactylo. Les tirs au flanc sont rares, la corvée est entrée dans les mœurs, le sens de la discipline agit, le pays a une tête. Juvénal Habyarimana, président de la République, 50 ans, marié, père de 8 enfants, formation militaire, école de cadre accomplie jadis en Belgique, où il a laissé le souvenir d'un sujet brillant. Ce général-major rêvait dans sa jeunesse de devenir médecin. Un coup d'état militaire l'a porté au pouvoir, sans effusion de sang, voici 15 ans. Depuis lors, il a été régulièrement élu, puis réélu dans sa fonction de chef d'État. Le Rwanda ne connaît qu'une formation politique, le mouvement révolutionnaire national pour l'Équateur. 1000 collines et des lacs. Un climat qu'on dit emprunté à l'éternel printemps par la magie de l'altitude, 1400 mètres au moins. La légende veut qu'Imana, c'est-à-dire Dieu, après avoir couru le continent torride tout le jour, vienne se reposer ici, au Rwanda. Et les Rwandais, en secret aussi, en sont très fiers. Voilà pour l'idylle. En réalité, cette terre qu'il faut sarcler, ensemencer, cultiver jusqu'au bord du ciel, cette terre n'offre quelques richesses qu'au prix d'une patience et d'une ténacité infinie. Aucun trésor minéral, or, argent, cuivre, diamant ou pétrole, non. De l'eau, simplement, en surabondance même, quand le ciel ouvre ses écluses sur les cultures. Et les Rwandais sont à leur façon des cultivateurs de génie. Ce grain de café, c'est notre richesse. Ça représente beaucoup de choses. D'abord, pour le petit agriculteur, c'est une source de revenus. Donc, c'est un produit qui récolte et qui vend. Et ça lui donne de l'argent. Et avec cet argent, il peut se procurer d'autres choses qu'il ne produit pas sur sa petite ferme. Et pour le pays, c'est le principal produit d'exportation. Il représente 70% à peu près de nos exportations. Et vous comprenez que les pays en voie de développement, il faut des devises. Sans drame, c'est vraiment l'Afrique de l'espoir que nous vous proposons ce soir. Victimes d'images toutes faites et de stéréotypes, la plupart d'entre nous ont une fois pour toutes porté un jugement négatif et définitif sur l'Afrique. Eh bien, le reportage que vous allez voir ce soir a le mérite de montrer que cette réalité est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine et en même temps, quelle est l'ampleur des problèmes que doivent affronter les dirigeants africains. Une manière comme une autre de nous amener à nous interroger sur notre conception des rapports entre les pays riches du Nord et ceux pauvres du Sud. Mais, regardez. Mashine zitunganyikawa hano mu Rwanda, osire ifite za mashine zitunganyikawa hano mu Rwanda, ikawa iva muri osiri ikajya no mu mahanga, ikawa iva muri osiri ikajya no mu mahanga. Une tête d'épingle au cœur de l'Afrique, un peu à l'est, juste au-dessous